Bonjour à tous. Merci d'être venus à la session sur le développement durable et le cloud AWS. En fait, vous avez déjà à la keynote ce matin entendu parler de cette logique de développement durable. Je vais m'efforcer, accompagné par Benjamin Davy, qui est donc Innovation Manager chez TIT, qui me rejoindra tout à l'heure, de vous donner les clés de compréhension pourquoi le cloud aujourd'hui joue un rôle dans le cadre du développement durable. Je m'appelle Philippe Desmaisons, je travaille chez Amazon Web Services en tant qu'ambassadeur du développement durable pour la France. Alors, nous allons parler des challenges. Il se trouve que les challenges du développement durable sont nombreux. Quand on dit développement durable, on pense souvent développement durable environnemental, mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir en tête, bien plus que cette logique uniquement environnementale ou même cette logique uniquement du changement climatique. Donc, il se trouve que dès 2012, les Nations Unies, dans un congrès à Rio de Janeiro, ont réfléchi à essayer d'arriver à se donner des objectifs du développement durable. En 2015, à Paris, ils ont défini 17 objectifs qui correspondent en fait aux besoins autour du développement durable. Donc c'est un sujet très vaste qui va bien au-delà du changement climatique. Si on regarde juste parmi ces 17 objectifs, ceux sur lesquels nous pouvons, nous, AWS, au travers aussi de vos usages, travailler à améliorer certains de ces objectifs. Alors, il est évident que le numéro 13 est important. Il s'agit effectivement de la lutte contre le réchauffement climatique. Le 7 est très important. On en a parlé ce matin, donc au travers de l'énergie renouvelable. On pense moins souvent à l'eau. L'eau qui est un élément aussi extrêmement important dans les data centers puisqu'il sert à la partie cooling. Le 9, il a été aussi cité ce matin et il est caractéristique du cloud, c'est innover. Pour arriver à s'en sortir par rapport aux objectifs des accords de Paris, il va falloir innover, créer des nouvelles choses. Le 11 est aussi intéressant puisqu'il s'agit des smart cities. Aujourd'hui, une ville, en tant que telle, peut être durable et il faut qu'elle se transforme également et le cloud peut jouer un rôle extrêmement important. Et je vais finir sur le 17. Le 17, on verra, il nous est cher parce qu'il parle en fait de partage, il parle de partenariat. Et vous verrez tout à l'heure dans nos engagements que ça fait vraiment partie de notre ADN, la façon dont on appréhende cette logique, c'est-à-dire qu'il va falloir partager, se faire des partenariats pour arriver ensemble à l'objectif. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces objectifs dans le monde du numérique? Il m'a semblé intéressant de vous communiquer ce chiffre qui sort donc de l'analyse qui a été faite par l'ADEME et l'ARCEP en janvier 2022, donc c'est vraiment tout récent, et qui parle en fait de l'impact du numérique en France. En fait, on voit que 10% de la consommation électrique en France est due au numérique. Donc c'est un impact qui est loin d'être mineur. Et donc il est normal que nous, en tant qu'ingénieurs, utilisateurs du cloud, ça nous parle et que nous puissions faire ce qu'il faut pour faire que cet impact soit moindre. On peut aussi, dans cette étude, entendre que les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre sont un peu moins de 3% pour la France, là où ils sont, donc dans la partie du numérique, là où ils sont aux alentours de 3 à 4 au niveau mondial. Donc il y a quelque chose à faire. Alors justement, par rapport à ça, je vais vous présenter nos engagements. Julien Grouès, ce matin, vous a effectivement également détaillé un certain nombre de ses engagements. Il vous a parlé du Climate Pledge. Alors, le Climate Pledge est un framework d'engagement qui a été créé en 2019 au niveau du groupe Amazon. Pas uniquement Amazon Web Services, pas uniquement AWS, donc au niveau du groupe. Nous avons créé avec une ONG qui s'appelle Global Optimism. Global Optimism, en fait, a été créé par Christiana Figueres et Tom Rivett. Alors, Christiana Figueres, en fait, elle travaillait aux Nations Unies dans la Commission du changement climatique et c'est elle qui a œuvré aux accords de Paris. Et donc, le Global Optimism et le groupe Amazon ont créé ce framework d'engagement qui vise à atteindre les accords de Paris en termes d'engagement, mais 10 ans avant la date, à savoir 2040. Ça passe aussi par des engagements autour de l'énergie renouvelable. En ce qui nous concerne, pour le groupe Amazon, nous avons en fait un chemin qui est d'arriver à 100% d'énergie renouvelable avant la fin
2025. Il faut savoir qu'au départ, on était plus parti, d'ailleurs, sur 2030. Et en fait, au fur et à mesure que nous avons avancé, parce que c'est un chemin, vraiment, eh bien, nous avons vu qu'il était possible de travailler et de le ramener à 2025. Et on reviendra sur cette notion de fonds d'engagement climatique qui fait partie de cet engagement tout à l'heure. Alors, ce framework d'engagement, on s'engage à quoi? Alors déjà aujourd'hui, qui s'est engagé? Il y a plus de 300 signataires sur tout marché. Il y a plus de 51 industries, 29 pays. Et l'ensemble de ces signataires se sont engagés, premièrement, à mesurer. Mesurer. Donc, faire du reporting, en bon français, du reporting régulier. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que la première des choses, en fait, c'est de savoir exactement où est-ce qu'on en est. La deuxième, c'est de travailler, et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, à éliminer le carbone. On n'est pas dans une logique de compensation en premier recours. Non, la compensation interviendra en dernier recours. Donc c'est aussi pour ça que le Fonds d'action climatique du Climate Pledge a pour but de financer tous les projets d'élimination carbone. On peut citer par exemple une société, Carbon Cure, société start-up canadienne, qui a vocation à travailler sur du béton et du ciment bas carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ciment émet du gaz à effet de serre, et donc travailler sur une solution bas carbone est quelque chose d'extrêmement important. Donc, reporter, éliminer, compenser en dernier recours, et il faut que ce soit ce qu'on appelle une compensation crédible. Crédible dans la durée, crédible dans la réalité des faits, et ça, c'est quelque chose qu'on prend en dernier recours. Alors, si on peut citer parmi les 300 signataires dans le domaine de l'IT, je pense que c'est important de voir que sur cet engagement-là, on est tous en fait ensemble dans cette approche. On peut citer comme signataire IBM, que vous voyez sur le slide, Microsoft, Salesforce. Donc, l'ensemble des forces de l'IT travaillent à faire en sorte que ce soit une réalité. Alors, 2040, c'est bien, mais ce n'est pas tout de suite. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on en est sur ce chemin. Et en fait, depuis que nous avons commencé en 2019, qu'est-ce qu'on a fait et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, quand on a commencé en 2019 à lancer le Climate Pledge, ce n'est pas parce qu'on ne communiquait pas qu'on ne faisait rien. On était déjà à 42% d'énergie renouvelable en 2019. Et lorsque nous avons sorti en août 2021 le rapport concernant l'année 2020, nous étions à 65% d'énergie renouvelable. On espère être à 80% avant fin 2024 pour être à 100% avant fin 2025. Comment on fait? Eh bien pour ça, on a déjà une politique d'achat qui fait qu'aujourd'hui nous sommes le premier acheteur d'énergie renouvelable à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe. Mais nous avons aussi en parallèle, et ça c'est extrêmement important, plus de 270 projets qui visent à travailler avec les acteurs du monde des énergies renouvelables pour travailler sur des projets concrets et sur lesquels nous travaillons à leur côté, que ce soit en termes d'engagement de consommation dans la durée ou le fait qu'ils puissent obtenir des financements. Ces plus de 270 projets représentent 12 gigawatts de puissance dès lors que tous ces projets seront déployés. Donc on en a cité un ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y en a un en France, il y en a 34 en Europe, et donc tous ces projets eh bien, ont vocation à alimenter l'ensemble des besoins en énergie du groupe Amazon. Alors 12 gigawatts, pour vous donner quelques éléments qui vous permettent de comprendre un peu à quoi ça correspond, la totalité du parc solaire français, c'est 12 gigawatts. Donc, ça vous permet de voir que, par exemple, le parc éolien, c'est 18 gigawatts. Donc, ce sont des éléments qui sont loin d'être négligeables et qui participent au fait que nous avons, d'année en année, baissé la part carbonée de notre business de 16%, par exemple, entre 2019 et 2020. Donc, c'est une route qui va être longue. En fait, elle est véritablement volontaire de notre côté. Et je répète que ce sont des chiffres qui sont au niveau du groupe Amazon et pas uniquement AWS. Alors maintenant, on va parler d'AWS. Et en quoi AWS peut participer, vous avez peut-être entendu CMA CGM ce matin sur le sujet, participer à votre logique de décarbonation. Alors déjà, peut-être que vous avez déjà vu ce slide, pas avec les mêmes couleurs, en fait en bas c'était pas vert, c'était orange, c'est ce qu'on appelle la notion de responsabilité partagée. La notion de responsabilité partagée, c'est-à-dire qu'en fait, nous, AWS, nous sommes responsables de la partie basse, autrement dit, le cloud en lui-même. Donc, nous sommes responsables, dans le cadre du développement durable, de la durabilité du cloud lui-même.
Par contre, si, on verra tout à l'heure, on a un facteur jusqu'à 5 d'efficacité, même si effectivement le cloud est efficace, ça n'empêche pas de travailler sur le fait que les usages soient sobres et qu'il y ait une sobriété numérique. Et ça, eh bien, on va travailler conjointement main dans la main puisque ça incombe principalement aux clients et aux partenaires qui pourraient les accompagner pour faire que les usages correspondent réellement en fait aux besoins. Et ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité dans le cloud. Donc on va revenir sur chacun de ces aspects-là. Donc ça, cette partie-là, on appelle ça le Green IT, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à faire en sorte que l'empreinte de l'IT soit le plus faible possible en termes d'émissions carbone. Donc là, à gauche, nous avons donc le Green IT. Mais au-delà même de travailler à faire que l'empreinte de l'IT soit la plus faible possible, eh bien l'IT peut être un outil. Il peut être un outil à la décarbonation. Et c'est là qu'on va travailler sur ce qu'on appelle l'IT for Green, c'est-à-dire l'IT au service de la décarbonation. Donc on va en fait prendre chacun de ces trois aspects ensemble et on va les détailler. Alors la durabilité du cloud. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous incombe. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et là, vous avez déjà entendu ce matin à plusieurs reprises l'étude 451 Research que nous avons menée sur 3 plaques géographiques. En 2019, cette étude a été réalisée sur 300 clients aux États-Unis, en 2020 sur 300 clients en Asie-Pacifique et en 2021 en Europe sur 300 clients qui étaient répartis donc en Allemagne, en Irlande, en Suède, en Espagne et en France. Et en fait, cette étude a visé à faire un sondage auprès de ces clients qui ont à peu près entre 10 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires et qui ont des data centers privés. Et donc l'idée est de travailler en approche top-down, c'est-à-dire de regarder l'énergie consommée par rapport à un ensemble de workloads, de tâches, et de voir leur équivalent chez AWS et de regarder la différence d'énergie nécessaire pour faire tourner la même chose. Et là, donc, ce data center médian, on est sur un rapport x5 dans le cadre de l'Europe. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi? Alors, il y a déjà un premier phénomène qui est extrêmement simple, qui est tout simplement que le cloud, c'est le transport en commun de l'IT. C'est le blabla-car. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si on compare avec les transports en commun et le transport individuel, votre voiture, quand vous la garez, plus personne ne s'en sert, enfin normalement. Donc par contre, si vous prenez le bus, quand vous descendez du bus, il continue de tourner. Et donc cette logique de partage, puisqu'en fait la ressource, quand vous allumez une instance et que vous l'éteignez, eh bien une fois que vous l'avez éteint, la machine va tout de suite être réutilisée par un autre client. Donc cette logique de partage, c'est ce qui déjà amène un taux d'occupation beaucoup plus fort. On se retrouve avec des taux d'occupation qui sont très régulièrement dans une logique au minimum de 5. Donc ça, c'est la première raison, c'est notre ADN de partage. La deuxième raison est peut-être un peu moins connue, tout simplement parce que ce sont des choses sur lesquelles on ne communique pas particulièrement, mais si vous ne le saviez pas, il se trouve que nous fabriquons la totalité de tous nos hardware. Alors, je vais vous expliquer, en fait, pourquoi ça a un impact. Je vais vous parler du syndrome du traitement de texte. Le syndrome du traitement de texte, ça correspond à quoi? Par exemple, je suis un piètre utilisateur, j'utilise quoi? Le gras, le souligné, l'italique de temps en temps, et quand je suis en forme, je fais une table des matières. Mais c'est tout. Autrement dit, je vais utiliser au maximum 10% des fonctionnalités. Par contre, au niveau du CPU et au niveau de la place mémoire, c'est 100% du programme qui tourne. Inadéquation entre les ressources et l'usage. Dès lors que nous fabriquons nos propres hardware, quelle que soit la partie serveur compute, le stockage, le réseau, nous mettons en adéquation les usages et les ressources qui sont en face. Alors on le fait depuis très longtemps et pas obligatoirement dans un but de développement durable, hein, soyons très clairs. C'était aussi la première raison pourquoi fabriquer son hardware, la sécurité. La deuxième raison, simplement, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant sur un hardware qui correspond exactement aux besoins, il n'y a rien qui dépasse, ne serait-ce qu'au niveau sécurité également. Mais ça nous sert énormément. Donc, ces deux facteurs, le côté transport en commun de l'IT et adéquation des ressources et des usages. C'est ce qui explique, en fait, qu'aujourd'hui, on ait cette efficacité énergétique de x5. Autrement dit, pour faire exactement les mêmes tâches, vous allez utiliser 80% d'énergie en moins. Alors pour ça, nous avons aussi mis en avant un nouvel outil qui est disponible depuis le 1er mars dans votre console, qui s'appelle le Customer Carbon Footprint Tool,
Oui, parce que, en fait, comme nous sommes responsables de la partie basse, dans le fameux schéma, donc la notion de durabilité du cloud, eh bien, nous devons vous communiquer la mesure de ce que vous émettez au travers de vos usages AWS en termes d'émissions carbone. Donc, je vais vous faire une petite démo de ce que vous trouvez d'ores et déjà, en fait, dans votre console AWS. Donc, il se trouve que c'est exactement au même endroit que là où vous allez trouver les éléments de billing. Donc, vous allez cliquer sur Billing Dashboard. Dans la colonne de gauche, vous allez retrouver la partie Cost and Usage Report. Là, on est sur la partie usage. Et là, vous allez vous retrouver, en fait, en bas de la page, avec ce tableau qui est sous vos yeux. Vous avez en fait, le premier chiffre important, il est en vert, c'est le 3,1. Alors, le grand M n'est pas méga, d'accord, ça serait beaucoup. C'est métrique, d'accord, puisqu'en fait, les Américains, eux, il faut bien mettre un M pour dire métrique, pour être sûr qu'on utilise la bonne unité. Donc, il s'agit donc de tonnes de CO2 équivalent. 3,1 donc tonnes de CO2 équivalent. Par contre, vous avez vu qu'en fait, on peut travailler depuis en fait, le 1er janvier 2020 et on choisit sa période de temps. Et puis, vous allez avoir 3 autres chiffres autour. Le 11,9 correspond en fait à l'agrégat des 2 chiffres qui sont en dessous. Le premier, 9,6, c'est ce que vous avez en fait économisé en termes d'émissions de CO2 dû à nos achats d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez travaillé tout simplement dans le cloud et qu'il n'y ait pas ces achats-là, vous auriez émis 9,6 tonnes de CO2 en plus. Et puis les 2,3, c'est ce que vous avez économisé en utilisant en fait le cloud dans le côté transport en commun de l'IT. Vous avez vu en haut que nous travaillons aussi sur des répartitions géographiques. Là, vous voyez que c'est tout rose, donc ça veut dire que c'est la partie Amérique. Et à droite, vous avez l'ensemble de nos services qui sont découpés pour l'instant en 3 catégories, EC2, S3 et les autres. Il est évident que ces éléments-là vont être, au fur et à mesure du temps, détaillés de plus en plus. Et après, vous allez retrouver au mois le mois l'ensemble de vos émissions sur votre compte AWS. Sachez que si vous avez AWS Organisation qui va regrouper l'ensemble de vos comptes, eh bien, vous allez avoir l'agrégat directement dans le compte maître. Et tout en bas, eh bien, vous avez des projections de, si vous travaillez exactement avec les mêmes tâches, la projection de ce que va donner la part d'énergie renouvelable, eh bien, qui va donc vous enlever dans l'ensemble de tous vos usages. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu la notion du GHG protocole, donc qui est la façon qui est utilisée pour pouvoir communiquer, nous avons pour l'instant que le scope 1, scope 2, le scope 3 est bien évidemment sur la roadmap. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous des 17 objectifs, il s'agissait du numéro 6. L'eau est un élément constitutif des usages des data centers. Donc, pour réduire l'eau, aujourd'hui, nous avons travaillé à créer des nouvelles technologies, donc des technologies de cooling par évaporation. Nous avons aussi travaillé avec de l'eau qui est déminéralisée pour faire en sorte qu'on puisse la recycler au maximum et faire que l'on puisse en fait utiliser le moins possible d'eau. Et donc, nous travaillons beaucoup sur des pistes pour pouvoir réutiliser l'eau. Donc, par exemple, aux États-Unis, pour l'arrosage des champs, et nous travaillons aussi à travailler avec les fournisseurs d'eau pour pouvoir carrément récupérer de l'eau qui n'est pas potable à l'entrée de nos data centers. Alors donc là, on a vu la durabilité du cloud, avec ce fameux facteur 5, le transport en commun de l'IT, nous avons vu la logique du traitement de texte, et nous avons vu aussi que nous mettions à votre disposition dans la console l'ensemble de vos usages transformés en émissions de CO2. Maintenant, on va voir la partie où on va travailler ensemble, puisque là, il y a une partie qui correspond à vos usages. Donc pour ça, en fait, nous avons travaillé à rajouter, depuis maintenant fin de l'année 2021, un 6e pilier au Well Architected Framework. Donc ce framework de bonnes pratiques existe depuis plusieurs années. Au départ, il y avait 4 piliers, il y en a eu un 5e qui a été rajouté, et là, le 6e vient d'arriver. Alors, on va les reprendre dans l'ordre, ils sont tous extrêmement importants, c'est la Bible de tous les architectes solutions. Donc, il se trouve que le premier pilier, vous imaginez bien, c'est la sécurité. Le 2e, c'est la disponibilité. Le 3e, la performance. Le 4e, le coût. Le 5e, ce qu'on appelle excellence opérationnelle, autrement dit, la maintenabilité de votre architecture. Et nous allons donc rajouter un 6e sur les bonnes pratiques du développement durable. Les usages correspondent à la sobriété numérique qui est dans vos mains. Si je prends une image, on va dire que même si vous avez une machine à laver qui est AAA++, elle fait 5 kg. Si vous mettez tous les jours une paire de chaussettes et que vous la faites tourner, clairement, ça veut dire qu'au final, il n'y a pas de sobriété dans les usages.
Et c'est exactement pareil dans le cadre du cloud. Donc pour ça, en fait, dans le 6e pilier, nous avons mis en fait tous ces usages dans 3 catégories noir sur blanc. Et donc la première logique, c'est de comprendre les impacts de ce que vous utilisez. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez comprendre vos usages, qu'est-ce que ça induit derrière. Ensuite, là, on va travailler sur la quantification. Alors, la quantification du CO2, c'est bien. Mais j'ai tendance à dire que, quelque part, c'est juste ce qui sort de la cheminée. Hein, donc c'est de la fumée, on va dire, quelque part, si je prends une image. Mais finalement, la cheminée, est-ce qu'il y a dans l'âtre? Est-ce que votre bois il est mouillé ou pas? Est-ce que vous avez ou pas la bonne température? Est-ce que vous avez besoin de cette température dans une pièce? Tous ces éléments-là sont des métriques qui sont peut-être plus importants pour les gens qui sont dans la pièce. Autrement dit, la plupart du temps, la quantification et les métriques qui vont être utilisées sont rarement le CO2 lui-même. Pour donner une image, quand vous prenez votre billet de train sur SNCF Connect, donc grand client AWS, eh bien, vous allez avoir sur le Paris-Lyon, par exemple, la quantité de CO2 qui est émise. Mais il se trouve que si vous êtes aguerri, ça va vous parler. Mais par contre, peut-être que si vous n'êtes pas aguerri en termes de quantité de CO2 eh bien, que vous émettez en tant que citoyen, ça ne va pas vous parler. Et donc, il est toujours important de trouver les bons métriques. Et on reviendra tout à l'heure, évidemment, avec Benjamin Davy, qui va vous expliquer justement ce qu'eux ont trouvé dans leur cas comme métrique intéressant. Quantifier ces impacts, c'est extrêmement important, et bien évidemment, de suivre le progrès. Et une fois qu'on a quantifié, eh bien, on peut voir là où est-ce qu'on peut agir. Donc, cette notion d'action intervient que dans un 3e temps. Or, souvent, on commence par ça, mais en fait, on est incapable de mesurer les progrès parce qu'on n'a pas mesuré en amont et on n'a pas quantifié l'impact sur le business pour pouvoir que ça puisse parler à l'ensemble des personnes qui vont utiliser la plateforme. Alors, ce 6e pilier, sous quelle forme vous pouvez l'utiliser? Déjà, c'est un excellent white paper que je vous invite à lire le soir, à la veillée, hein, donc au pied de la cheminée. Et là, vous pourrez en fait découvrir l'ensemble des bonnes pratiques dans le monde du développement durable. Ensuite, pour ceux qui connaissent déjà le Well Architecting Framework, c'est un outil qui est disponible directement dans la console pour que vous puissiez répondre à toutes les questions que l'on vous pose pour voir justement qu'on puisse vous guider dans les bonnes pratiques par rapport à tel ou tel aspect, la sécurité, le coût et ainsi de suite. Donc là, nous avons maintenant d'ores et déjà dans l'outil l'ensemble des questions qui concernent le développement durable. Donc, ce qui est en fait derrière cette logique dans laquelle on va rentrer petit à petit, elle est sur 5 axes. Le premier, en fait, il est très intéressant puisqu'en fait, il s'agit du comportement utilisateur. Et c'est là qu'on va dire qu'on ne va pas regarder en détail le VPC, les NACL ou autres choses qui sont extrêmement techniques. Là, vous allez juste travailler avec le business pour retravailler peut-être les SLA. Est-ce que ceinture, bretelles et parachute sur l'ensemble des usages sont vraiment nécessaires? Donc on donnera quelques exemples tout à l'heure, et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. La partie software aussi va devenir un sujet qui devient maintenant aussi prégnant. Combien de fois nous regardons les codes qui sont déjà écrits? Parfois, ils ont été écrits dans l'urgence. Parfois, ils ont été écrits par des gens qui étaient partis et pour lesquels, en fait, on n'a pas retravaillé l'efficacité énergétique du code. On travaille avec des partenaires qui ont aujourd'hui des solutions qui permettent carrément de pouvoir donner un index green et vous pointer, en fait, l'ensemble des endroits où vous pouvez améliorer votre code. Ensuite, la partie hardware, on va y revenir tout de suite, puisque nous mettons à votre disposition des hardwares qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. La donnée. La donnée, elle est extrêmement importante, mais la donnée, combien de temps on la garde, où est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la réplique, sous quel format? Donc par exemple, vous savez qu'un format de type CSV par rapport à un format parquet, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'empreinte au niveau purement des disques. Donc cette logique de travailler sur la data, il faut savoir que le réseau n'est pas neutre dans la logique qui est des émissions de gaz à effet de serre. Si on reprend le papier de l'ADEME et de l'ARCEP dont je parlais tout à l'heure, en tout début, eh bien, le découpage qui est fait pour la France, sur la partie data center, c'est 16%, le réseau, c'est 5%, et après, le reste, ce sont les postes clients. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer sur l'un plutôt que sur l'autre, il faut se concentrer sur tous, mais par contre, ils sont tous interdépendants. Il faut savoir qu'effectivement, ils discutent tous ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, la partie développement et le process de déploiement. Alors, autrement dit, la fameuse CI/CD.
Posons-nous la question, la notion de nightly builds, est-il utile, important de recompiler et de rebuilder systématiquement toutes les nuits la totalité de tout le code? Il faut se poser la question. Puisqu'en fait, parfois, ça fait beaucoup d'usages. Donc, ce sont ces revues régulières qui vont être importantes, qui vont vous permettre d'arriver en fait, à taper dans le dur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où vous serez vraiment dans cette sobriété, vous ne pourrez pas descendre au-delà. Et bien, à ce moment-là, il faudra travailler sur d'autres pistes, qui sont des pistes architecturales, qui peut-être avec des services managés, du serverless ou autre. Alors, maintenant, on va, si ça veut bien, passer au slide d'après. On va continuer sur notre parcours du développement durable, cette fois-ci toujours dans le cloud, et on va parler de Graviton. Graviton, ce matin, on vous en a parlé, Inferentia également. Il s'agit d'une technologie à base d'ARM qui a l'énorme avantage de pouvoir travailler à performance identique, mais avec ce qu'on appelle une performance par watt qui est tout autre. Si on prend Graviton 2, et on est en termes de rapport avec des technologies équivalentes de 2 à 3,5 en termes de performance par watt. Ça veut dire qu'en faisant exactement la même chose, eh bien, on va consommer, par exemple, 3 fois moins. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire sans rien de votre côté en termes d'effort. Certains services managés sont déjà disponibles en Graviton. Pour peu que votre langage soit du Python ou du Java, il n'y a pas de compilation, ça se fait directement à la volée. Votre JVM eh bien, va être directement disponible sur la technologie ARM. Alors, il est possible que si vous avez d'autres langages compilés, ça puisse nécessiter une recompilation, mais l'effort est moindre par rapport à la fois à ce que vous gagnez d'un point de vue purement énergétique, en termes d'efficacité, et puis aussi en termes de coût. Au passage, c'est 42% moins cher dans le cadre de Graviton 2. Graviton 3, on va gagner 60% d'énergie en moins, avec plus 25% de performance. Donc, ce sont des choses qui sont simples à faire, des quick wins, et qui vous permettent d'arriver à faire en sorte que vous puissiez avoir des usages qui sont identiques, mais avec beaucoup d'énergie en moins. Alors, je vais continuer sur la présentation, et là, je vais me déplacer pour que vous puissiez voir le slide d'après. Donc, ici, il s'agit d'Amazon S3. Amazon S3, donc, c'est notre gestion du stockage, donc stockage de type objet. Et donc là, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de tierings, donc un certain nombre de saveurs d'Amazon S3. Généralement, les gens ne se posent pas la question, ils mettent sur S3 standard. S3 standard, en fait, ça va copier votre donnée dans 3 zones de disponibilité. Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand on veut ne pas perdre la donnée. Mais si c'est une donnée calculée, agrégée, ou alors une donnée jetable, pourquoi la mettre sur S3 standard? Peut-être qu'un one zone, qui lui va utiliser une seule zone de disponibilité, va suffire, et là, vous avez un rapport 3. Pareil, avec l'intelligent tiering, eh bien, vous pouvez avoir automatiquement vos données qui vont être mises sur un tiering adéquat, tout simplement basé sur l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez utiliser le moins possible d'énergie par rapport à votre stockage. Donc, maintenant, si on récapitule, donc, du cloud, facteur 5. Dans le cloud, on a édicté des bonnes pratiques par rapport à ce que vous pouvez faire en termes d'usage pour essayer d'être dans une sobriété numérique. Donc là, on était dans la partie Green IT, et là, on va finir sur la notion de durabilité grâce au cloud. Alors là, on est dans la partie IT for Green, c'est-à-dire que l'IT va permettre de trouver des solutions de décarbonisation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose, eh bien, ça va être de travailler aussi autour du reporting, de la mesure. Qui dit mesurer, dit donner. Donc la donnée, en fait, il faut aller la chercher si elle n'est pas disponible. Donc ça va être AWS IoT, par exemple, ou Greengrass, qui vont vous permettre de collecter cette donnée. Après, il faut la stocker, ils vont pouvoir l'analyser. Donc là, si on parle de Redshift, par exemple. Après, il faut tout simplement travailler dessus, avoir une vue. Donc là, c'est de la data visualization avec, par exemple, QuickSight. Et puis ensuite, l'intelligence artificielle peut vous donner également une vue sur les données que vous n'aviez pas. Donc SageMaker peut être aussi un outil en la matière. Donc ça, ce sont vos données que vous allez pouvoir collecter. Et ces données collectées, il va falloir ensuite les corréler, par exemple, avec des données environnementales. C'est pour ça que nous avons lancé le projet Amazon Sustainability Data Initiative, donc ESDI, qui a pour but de collecter tous les datasets qui sont disponibles aujourd'hui en open data dans le monde du développement durable. En un seul point, vous avez des datasets qui vous permettent de corréler avec vos propres données.
On peut retrouver par exemple les données météo, les modèles de Météo France, vous allez retrouver des images satellites, vous allez retrouver en fait beaucoup de données, par exemple océaniques, qui proviennent de l'ensemble du monde de la recherche et qui ont été mises à disposition sur Amazon S3 au travers donc, de l'Amazon Sustainability Data Initiative. Enfin, la partie Data Exchange qui regroupe les datasets qui, eux, sont pour le coup payants, puisqu'il y en a certains, souvent sur la partie du scoring ESG, donc environnement, social, gouvernance, qui sont essentiellement utilisés dans le monde de la finance. Alors, donc maintenant, je vais avoir la joie d'accueillir sur scène Benjamin Davy, donc, qui est Innovation Manager chez TIDS, et qui va venir vous présenter la façon dont ils ont appréhendé la notion de développement durable dans leur quotidien et dans leur métier. Voilà, je vous demande d'applaudir Benjamin Davy. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Je m'appelle Benjamin Davy et je m'intéresse aux impacts environnementaux du cloud. Pour TIDS, notre service numérique est un service publicitaire. Et j'imagine que ça peut surprendre de passer d'une session sur le développement durable directement à la publicité. Mais pendant ces quelques minutes, je voulais simplement partager avec vous ce que nous avons appris en nous intéressant aux impacts environnementaux des services numériques et également revenir sur des bonnes pratiques d'optimisation des ressources cloud mises en œuvre par les équipes chez TIDS. Pour préciser qui nous sommes, TIDS est une plateforme publicitaire qui permet à des éditeurs de presse en ligne de monétiser leur contenu. Nous sommes engagés dans une démarche de publicité responsable qui englobe plusieurs enjeux. Le financement d'un journalisme de qualité, mais également l'utilisation de formats publicitaires respectueux des utilisateurs. Et même si ça n'atténue pas notre empreinte environnementale, on essaye d'agir à plusieurs niveaux. Le cloud est un des leviers sur lesquels nous agissons. Mais avant de revenir sur plusieurs exemples, je souhaitais prendre un peu de recul. Finalement, quels sont les services mobilisés pour notre activité et leurs impacts? Si on simplifie le cas de TIDS, notre plateforme publicitaire est hébergée au sein de data centers. Et nous mobilisons une infrastructure réseau pour diffuser nos campagnes publicitaires qui sont, elles, diffusées, affichées sur les terminaux des utilisateurs. Et chacun de ces éléments, chacun de ces équipements, chacun de ces services génère des impacts. Alors, mesurer l'impact d'un service numérique est encore complexe aujourd'hui. Et pour pouvoir aller plus loin, on a essayé d'agir à plusieurs niveaux. Mais j'utilise beaucoup le terme « impact » depuis le début. Et finalement, de quoi est-ce que l'on parle quand il s'agit du numérique? Ici, j'ai repris les 3 grandes étapes qui nous intéressent. Quand on parle du numérique et des impacts de ses usages, on pense souvent à l'empreinte carbone. Et finalement, il y a un certain nombre d'autres impacts qu'il est important de considérer. Par exemple, pour la fabrication des équipements, on va avoir des impacts tels que l'épuisement de ressources minérales et métalliques, mais aussi la consommation d'eau, comme le disait Philippe tout à l'heure, qui est utile pour la fabrication des composants, et ensuite, sur la phase d'usage, pour le refroidissement des data centers. Sur la phase d'usage, on va avoir principalement les émissions de gaz à effet de serre liées à l'électricité utilisée. Et pour ce qui est de la fin de vie, les différentes études indiquent que c'est en général marginal comme impact, mais ça pose quand même la question des déchets et de leur gestion. En fait, chacun de ces impacts est distribué différemment selon les équipements considérés. Et si on prend le cas d'un smartphone, la majorité des impacts a lieu au moment de la fabrication. Dans ce cas, notre principal levier pour améliorer les choses, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. Si on prend des équipements électro-intensifs comme des serveurs, on aura par contre des émissions de gaz à effet de serre liées à l'électricité utilisée. Et ça sera un poids plus important dans notre distribution. Et donc plus on va utiliser de l'électricité décarbonée, meilleur sera cet impact, mais aussi ça rendra l'impact à la fabrication plus important. Et justement, si on s'intéresse à l'impact à l'usage de notre infrastructure, il y a une première chose incontournable à ne pas oublier. Finalement, quand on démarre un projet cloud, le premier réflexe devrait être de s'intéresser à où est-ce que l'on va placer notre infrastructure. Et ici, sur ce visuel du Service Electricity Map, on retrouve l'intensité carbone des différentes zones géographiques
Elles ne sont pas toutes visibles ici, mais celles qui sont en couleur, et les zones en vert sont celles qui sont les plus intéressantes. Et donc on aura en Europe la Scandinavie et la France, par exemple, et aux États-Unis, on aura l'Oregon. Alors forcément, pour une infrastructure déjà en place, appliquer ce type de recommandation n'est pas simple. Mais ça me permet de faire le lien avec la suite. Quelles sont les bonnes pratiques mises en œuvre chez TIDS? Alors chez TIDS, les équipes ont toujours été sensibles à l'optimisation des ressources que nous utilisons. Et quand nous nous sommes intéressés à l'empreinte de notre infrastructure, nous avons pu capitaliser sur ces pratiques. Initialement, elles étaient motivées par plusieurs choses. Une recherche d'économie, d'optimisation des coûts, bien évidemment. Ça reste une motivation fortement efficace et précisément mesurable. Mais aussi une recherche d'une meilleure opérabilité pour les équipes, et c'est au moins aussi important. Nous avons sélectionné 7 exemples, 7 cas concrets, et pour le premier, je vais revenir sur un cas pratique très précis lié à notre activité et au processus d'enchère publicitaire. Lorsque vous visitez une page qui intègre notre technologie, une opportunité publicitaire est envoyée à notre plateforme et transférée à un certain nombre d'acteurs ayant des campagnes à diffuser. Le challenge, c'est que sur plusieurs millions d'appels à enchères envoyés par seconde, seule une fraction va générer un retour. La principale raison, c'est que toutes ces opportunités n'ont pas le même intérêt pour tous ces acteurs. Chez TIDS, l'équipe en charge du processus d'enchère a mis en place un modèle de prédiction. Ce modèle va calculer la probabilité pour chaque cas d'obtenir une réponse. Si cette probabilité est trop faible, alors le processus sera stoppé. Et ici, on gagne à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ça nous permet de drastiquement réduire le trafic généré, mais aussi ça nous permet d'éviter tous les traitements associés en aval. Un autre point intéressant, c'est que ça va aussi permettre à tous nos partenaires d'optimiser leurs ressources en ayant beaucoup moins d'opportunités à traiter. Pour la bonne pratique suivante, on va s'intéresser à la première promesse du cloud, son élasticité. Sur le cloud, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent d'adapter la capacité utilisée à la demande. Et ici, en vert, vous retrouverez la variation du trafic entrant sur un de nos services, et on peut voir qu'il varie énormément entre le jour et la nuit. Et sur les autres courbes, on va retrouver le nombre d'instances mobilisées pour traiter ce trafic. Alors, il existe un certain nombre de politiques d'autoscaling que l'on peut mettre en place, et ici, on utilise de simples seuils basés sur le niveau de charge des processeurs des instances. Ça nous permet de facilement déterminer quand nous devons en ajouter ou en retirer, mais ça permet aussi de s'assurer que le parc utilisé est correctement chargé. Pour la bonne pratique suivante, on va s'intéresser à un autre mécanisme. Il faut que je me rapproche. Le marché spot. Le marché spot nous permet de bénéficier à prix réduit de capacité EC2 et d'avoir comme seule contrainte de devoir les libérer au moment où elles sont demandées. Plusieurs avantages avec le marché spot. Le premier, c'est que ça permet d'optimiser le parc de machines utilisées côté AWS. Quelque chose d'un peu associé, c'est aussi de pouvoir valoriser d'anciennes générations de machines. Et ça fait le lien avec les impacts que l'on citait précédemment. Dans notre cas, par exemple, pour du machine learning, on utilise des machines de type R3, et même si elles sont plutôt anciennes, elles nous permettent de bénéficier de bonnes performances et sont disponibles en quantité en spot. Pour des services plus critiques, on utilise des stratégies qui vont mêler différentes familles d'instances pour mieux répartir la demande et éviter un manque de capacité. Et bien sûr, ça nous permet d'optimiser nos coûts, et ici, pour notre usage machine learning, on constate en général environ 60% d'économie comparé à un tarif on-demand. Ensuite, une autre bonne pratique liée aux ressources de calcul, c'est d'utiliser les nouvelles générations d'instances. Alors ici, on a un équilibre à trouver. Les nouvelles générations d'instances nous permettent de bénéficier de meilleures performances par watt consommé et donc d'optimiser d'une certaine manière l'impact à l'usage et les émissions carbone à l'usage. Par contre, il faut équilibrer ça et aussi considérer les impacts liés à la fabrication, comme je le présentais au début. Et malheureusement, sur ce sujet, l'état de l'art est limité et les fabricants de composants communiquent assez peu sur les impacts liés à la fabrication de ces composants.
Chez TIDS, on essaye d'avoir une position équilibrée. Et par exemple, on a basculé des services managés, par exemple nos caches Redis, sur des instances à base de Graviton. L'avantage, c'est que c'est très simple à faire. La suite, c'est plutôt du bon sens. C'est simplement de supprimer les ressources ou de les éteindre lorsqu'elles ne sont pas utiles. Et ici, pour notre intégration continue avec Jenkins, l'équipe infrastructure a mis en place des fonctions lambda qui vont éteindre les exécuteurs la nuit et les week-ends lorsque personne ne les utilise. Ces machines, qui sont plutôt coûteuses, finalement, on les éteint plus de la moitié du temps, donc c'est relativement intéressant. Pour revenir sur les éléments sur le stockage, ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu disais, Philippe, c'est que finalement, si on s'intéresse au sujet, on peut considérer que, en fonction du niveau de disponibilité souhaité, on va jouer sur le facteur de réplication, et en fonction de la performance souhaitée, on va utiliser des matériels et des équipements différents. Pour résumer, on peut considérer que plus un stockage est froid, moins il est impactant. Et par exemple, chez TIDS, l'équipe infrastructure a appliqué la logique du tiered storage pour notre monitoring qui utilise Cortex de Grafana Labs. Les données les plus récentes sont stockées en mémoire et progressivement, au cours du temps, elles sont ensuite stockées sur du stockage objet. La 7e et dernière bonne pratique, c'est finalement comment mesurer toutes ces démarches. Et ici, notre principal challenge, c'est de matérialiser nos usages et de pouvoir mieux appréhender comment nos choix vont se répercuter d'un point de vue physique. Ici, dans notre exemple, on a en gris l'activité, notre activité en impression publicitaire et son évolution au cours du temps, et en bleu, l'empreinte d'une impression en usage de VCPU, en quantité de VCPU utilisée. Donc c'est une métrique toute simple, mais ça nous permet de mesurer l'efficacité de la plateforme sur un point très précis et surtout de pouvoir essayer de continuer à l'optimiser tout en ayant une augmentation de l'activité. Donc on peut imaginer tout un tas de métriques similaires pour corréler l'activité à une empreinte physique. Par exemple, une empreinte mémoire ou une quantité de trafic réseau rapportée à une transaction, par exemple. Pour conclure, je retiendrai 3 choses. La première, c'est que les démarches d'optimisation des ressources sont bénéfiques à plusieurs niveaux. Pour des raisons de coût, pour des raisons d'opérabilité pour les équipes, mais aussi une question de motivation au quotidien. Réduire son empreinte peut être une motivation de tous les jours. La seconde, c'est qu'il est important de considérer l'ensemble des éléments mobilisés par son service numérique. Et par exemple, si on se rappelle tout à l'heure de notre cas spécifique, stopper le processus en amont nous permet d'obtenir des gains tout au long de la chaîne technique. Enfin, les impacts de numérique sont multiples et variables d'un équipement à l'autre. Et ne se focaliser que sur un seul indicateur et une seule étape du cycle de vie n'est pas satisfaisant. À ce sujet, je suis ravi d'entendre que le reporting carbone d'AWS va s'améliorer. Et je remercie au passage les équipes pour leur patience au quotidien face à nos demandes régulières. Pour finir, je vous invite à consulter notre site où vous retrouverez des détails sur les exemples présentés et également des projets open source auxquels nous contribuons pour être capables de mieux mesurer l'impact environnemental des services numériques. Le challenge est passionnant et demande un effort collectif. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette présentation. Donc, on va en fait travailler sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer. Donc, vous avez compris, dès lors que vous allez travailler sur l'axe Green IT, eh bien, la première des choses, c'est de mesurer. Donc, vous avez d'ores et déjà le Customer Carbon Footprint Tool dans la console. Vous allez dans le Cost and Usage Report et vous pouvez voir. Travailler sur les fameux proxy métriques, ces métriques qui sont intermédiaires, par exemple le nombre d'impressions que vous avez par l'usage de VCPU, des choses qui vont permettre de parler au métier. Et ça, il faut le faire de manière régulière. Une fois qu'on a ces données, il faut pouvoir analyser les impacts
de ce que ça veut dire, et à partir de là, eh bien, décider d'agir et de regarder l'impact de ces actions, et donc d'itérer sur la logique des bonnes pratiques qui sont décrites dans le 6e pilier. Voilà donc comment vous pouvez commencer d'ores et déjà en rentrant chez vous ce soir. Je vous invite aussi à regarder toutes les certifications et tous les trainings qui sont à votre disposition gratuitement et qui vous permettent d'avancer et puis de lire, encore une fois, le Well Architected 6e pilier développement durable. Je vous remercie énormément pour votre attention et puis je vous invite aussi, si ça vous dérange pas, à utiliser l'application donc de l'événement d'aujourd'hui afin de nous laisser votre feedback. Un grand merci et bonne fin de summit. Au revoir.